J'aimerais vraiment vous remercier tous les quatre pour être là ce soir, puis pour partager. Je crois que c'est un thème qui, compte tenu de l'affluence, nous importe beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de souffrir au travail? Ben non, apparemment pas. Donc, comment chacun de vous, en fait, vous vivez cette question-là? Comment vous l'avez fait vivre à vos équipes? Comment vous la vivez? Puis je remercie vraiment beaucoup chacune des personnes qui est là pour venir faire un témoignage. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que quelqu'un a une préférence? Alors, Elena Zanelli, elle est indépendante. Je pense que c'est aussi intéressant de voir comment, même si on a un travailleur autonome ou un travailleur, ça dépend comment on l'appelle, un freelance, etc., comment on organise ça dans son entreprise, qui est quand même aussi une entreprise. Merci Geneviève. Alors, à brûle pour point comme ça, puisque je commence, j'aimerais dire que ce que j'ai... un des ingrédients, on l'a pratiqué ici tout à l'heure. D'abord, il faut être présent. Et je ne pense pas qu'on peut chanter si on n'est pas présent. Donc, présent avec les gens avec qui on travaille, présent avec de toute la chaîne des fournisseurs, avec les clients, et aussi de se sentir libre. Alors, on n'est pas toujours forcément libre, mais de se sentir libre, c'est très important. Et de partager avec ceux qui sont autour de nous. C'est vraiment des choses toutes simples, mais quand on le sent et qu'on met son attention là-dessus, le résultat, c'est qu'on est authentique du début à la fin. Et c'est ça qui fait la réussite pour moi. Voilà. Je passe la parole à mes parents. Juste une question quand même. C'est pas seulement une déclaration d'intention. Par exemple, comment tu restes en lien? Tu es très connu parce que tes cartes de vœux de fin d'année, les gens les collectionnent. Et qu'est-ce que tu essaies de mettre là-dedans? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce moment-là en particulier, de souhaiter la bonne année? Alors, pour moi, comme je suis dans la création, créer me pousse en avant. Et puis, créer seul, ça ne m'intéresse pas, donc je partage avec les autres. Créer pour les autres, c'est la publicité, c'est la communication, donc ça me plaît beaucoup. Et dans mes cartes de vœux qui ont vraiment évolué beaucoup d'une année à l'autre, j'ai mis de plus en plus ce que je suis vraiment. Et en fait, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve sur tous les plans, parce qu'on finit toujours par partager des valeurs qu'on a en commun. Et de façon, avec beaucoup d'humour, avec de l'esthétique, voilà. Mais c'est ça qui... Je transmets chaque année, à la fin de l'année, pour couronner l'année, si on veut, mon message pour l'année suivante. Et c'est toujours très différent. Moi-même, je me surprends à chaque fois, parce qu'il faut faire durer longtemps cette créativité, mais ça ne tarit jamais. Voilà. Merci. Christophe Barman, il vient de fêter en fait l'arrivée de son 50e collaborateur. Et c'est une toute jeune entreprise. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur ce que vous faites? Vous êtes basé à Genève? Oui, alors l'ECO a été créé il y a ça 20 mois maintenant, c'est juste. L'ECO fait de l'outsourcing administratif, tout ce qui est RH, finance, comptabilité, assurance, donc un truc hyper sexy, quoi. C'est pour ça qu'on est hyper heureux. On a un nouveau modèle de one-stop shop, où les organisations peuvent simplement plutôt avoir 4 ou 5 prestataires dans ces différents domaines, avoir un seul prestataire pour entrer. Voilà. Puis l'ECO, bon, peut-être, il faut juste que je dise 2 mots pour un petit peu introduire mon discours. Ce plaisir et le bonheur de l'ECO, c'est une aventure assez particulière. Hein. On était auparavant dans une entreprise précédente qui a été rachetée par un gros groupe international avec qui on ne partageait pas tellement les valeurs proches de l'humain, des valeurs familiales, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on a vu ce groupe international débarquer avec des fois des mots assez durs, hein, très axés rentabilité, profit, on s'est dit mais ça c'est pas pour nous. Et donc tout un groupe a décidé en fait de sortir cette organisation et de créer l'ECO. L'ECO, c'est-à-dire Loyalty Company, en fait. Donc c'est la loyauté d'un groupe, d'une équipe, également des valeurs qu'on souhaite défendre. Et l'ECO a été créé sur le postulat qu'on souhaitait mettre l'humain au centre. On avait été tellement marqué par peut-être le côté un peu négatif du capitaliste qu'on peut connaître. On s'est dit, bon, on va faire quelque chose de différent. On s'est dit, on veut vraiment mettre l'humain au centre. Et pour ça, pour mettre l'humain au centre et pour y croire vraiment, déjà il y a la structure de l'organisation. On ne voulait pas que l'actionnariat soit en main de quelques-uns.
Donc on a créé un actionnariat partagé entre la plupart des collaborateurs qui ont construit, qui ont créé le code, donc une vingtaine. On a plus d'une vingtaine de collaborateurs sur les 50 qui sont actionnaires. Et au sein de notre assemblée générale, parce que nous, avec l'humain soit avant capital, on a fait une tête, une voix. Quels que soient les sous que vous aviez au départ, si on a besoin de sous pour démarrer, eh bien vous avez le même droit de vote dans l'assemblée générale pour que l'humain soit avant le capital, c'est pas forcément parce qu'on a plus de sous, mais plus intelligent. Voilà. Et tourner autour de l'humain, ce modèle loco aujourd'hui génère beaucoup de bonheur quoi, au quotidien. Un collègue qui est avec nous, je vais bien faire causer, je peux dire ce que je veux, en fait, ils ne connaissent pas, ils savent pas ce qu'ils vont faire chez nous. Donc, non, mais si vous voulez, pour moi, ce qui est central, et je crois que tu l'as dit, Claire, en introduction, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que si on veut qu'un groupe tire à la même corde, globalement, il faut faire en sorte que ce groupe, enfin, qu'on puisse générer de l'intelligence collective pour ce groupe. Et pour moi, donc, ça veut dire simplement que naturellement, sans qu'on ait besoin de leur dire, les gens tirent à la même corde. Et ça, c'est quelque chose de, je pense que tous les gens qui sont des organisations ici, là, dans cette salle, c'est ça que c'est pas facile. Faire en sorte que naturellement, tous les gens sont instruits d'une mission, de suivre la vision de l'organisation, qui souhaitent tirer à la même corde. Et pour moi, ça, c'est l'intelligence collective. Et comment est-ce que... Tu me dis après, quand je cause trop, hein, moi je pose pas d'autres, hein, je ne suis pas comme ça. Je partage. On a le temps, on a le temps. Et pour moi, ce qui est très important, et j'ai trouvé vraiment super sympa la présentation, pour moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que notamment, les fondamentaux pour moi de l'intelligence collective, il y en a un qui est hyper important, c'est la sécurité. Il faut que les gens se sentent en sécurité dans l'organisation. Je ne sais pas si vous connaissez notre ami Sinek, voilà, qui a un des ponts de leadership, et qui a fait un talk dernièrement qui disait How good leaders make you feel safe. Et c'est vrai que les premiers leaders, c'était des gens qui étaient des chefs de tribu, et auprès desquels on venait chercher de la protection. Et les derniers leaders, notamment ceux qu'on a vus au Credit Suisse, dire devant un tribunal américain que lui, alors, il était super, alors que les autres dans son organisation avaient foiré. C'est vrai que là, il n'a pas tellement protégé ces gens. Il y a un des premiers piliers, pour moi, de l'intelligence collective dans l'organisation, eh bien, c'est la sécurité qu'en tant qu'encadrant, que cadre, on peut donner à ces gens. Ça, c'est hyper important. Vous avez dit un deuxième truc, je trouvais super intéressant, c'est le pouvoir. Le fait que vraiment on donne le pouvoir aux gens, que les gens dans l'organisation se sentent proches du pouvoir et puissent l'exercer. C'est pour ça que pour moi, c'est relativement difficile de générer de l'intelligence collective dans les très grosses organisations, parce qu'on se sent tellement loin, en fait, décisionnel, que de nous demander de tirer à la même corde, c'est pas forcément facile. Donc, que les gens aient vraiment le pouvoir d'influencer l'organisation. Pour moi, c'est un pilier hyper important de l'intelligence collective. Et il y en a un autre qui est le savoir, l'information que vous donnez en tant que leader, vous devez informer, expliquer, communiquer, pour que les gens comprennent l'organisation et simplement qu'ils aient envie de tirer à la même corde. Et si les gens le font naturellement, je pense que vous générez du plaisir et du bonheur dans l'organisation tout en atteignant les objectifs que vous êtes fixés. Après, vous ferez sur la mémoire de moi. Alors Claire Gadrois vient de me faire parvenir un texto. Il y a Bilan qui a un baromètre des meilleures entreprises où je vais dire exactement, le meilleur employeur roman. Ils ont un classement. Et en fait, après seulement moins de 2 ans d'existence, Loico arrive 3e du classement. On peut vraiment vous applaudir. On parle beaucoup du bonheur en entreprise. On ne s'improvise pas leader comme ça en entreprise. Est-ce que vous nous conseillez, par exemple, d'exercer ce bonheur d'abord en famille pour voir ce que ça donne? Est-ce que vous avez une recommandation à donner ou une proposition à faire, M. Tanguy? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut prendre le chose sur plusieurs axes. On peut effectivement, comme vous dites, Roland, tout à fait partir de développer son propre bonheur et après, par effet secondaire, ça va infuser, ça va diffuser, donc ça va permettre aux personnes qui sont autour de nous, professionnellement, personnellement, d'être plus facilement aussi avec cette dynamique-là. Et on peut aussi créer des processus. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur Arte il y a 1 mois et demi qui s'appelle Le bonheur au travail. Je vous recommande de le regarder, c'est passionnant. Et on montre comment, en proposant des processus collaboratifs, par exemple, eh bien, on permet, des salariés sont beaucoup plus heureux.
Donc il y a plusieurs angles d'entrée. Soit en développant son propre bonheur, qui est plus la proposition à travers le chant. Le chant est un moyen, un laboratoire, on essaye des choses, et ça c'est une démarche. Et puis il y a d'autres démarches plus structurelles, comme le lean management et d'autres, un bon lean management, voilà, proposer des processus collaboratifs où ce n'est pas la tête qui décide de tout, où la tête n'est pas là à gérer des problèmes, mais à entendre des solutions qui viennent de la base. Merci. Peut-être sur cette question-là, c'est vrai qu'idéalement, pour être un leader inspirant et motivant, il faut être évidemment en phase avec soi-même. Et surtout, il faut avoir du plaisir au quotidien pour pouvoir l'insuffler aux autres. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, le matin, on arrive au boulot, on peut avoir envie de voir la tronche de certains, et puis ça arrive, hein, c'est comme ça. Maintenant, j'ai toujours pensé, j'ai un copain de l'armée dans la salle, David, et un lieutenant de l'armée nous disait un jour, mais vous savez, le vrai leader, non plutôt, c'est pas vrai, c'est quand le chef s'assied et recrue se couche. Il dit ça, le premier jour d'armée, je crois, je me souviens de ça. Ça, j'y crois assez. Je pense que le leader, vraiment, il doit essayer d'être un ton au-dessus en termes d'humeur, en termes de motivation, en termes de morale, pour que les gens qui sont dans son équipe puissent profiter de ça, puis qu'ils puissent inspirer vraiment. Merci. Patrick Delarive, vous lancez la Diacadémie. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? Et puis en quoi toute cette question d'aujourd'hui sur l'ambiance de travail, sur le bonheur au travail? Moi, je trouve que la vie d'un entrepreneur est difficile. L'entrepreneur, il a un certain nombre de moteurs, il a un certain nombre de moteurs qui le poussent en avant, qui le poussent à entreprendre. Et puis, il vit en permanence avec non seulement tous ces capteurs ouverts, mais également une gestion à 360 degrés. Il doit gérer le client, il doit gérer le fournisseur, il doit gérer le personnel, il doit gérer le ménage, il doit gérer la sécurité. Je voulais que je continue, je ne m'arrête pas. L'entrepreneur doit absolument tout gérer. Alors, je vais parler de l'entrepreneur, ensuite je le mettrai en phase avec l'employé cadre à un niveau égal dans une entreprise. Donc moi je trouve, et je suis dans le partage d'expérience, je trouve que la vie d'entrepreneur n'est pas simple. Celui qui est employed rêve toujours de devenir self-employed. Quand on y est arrivé, quand on a réussi à quitter son employeur et quand on s'est mis à son compte, on croit avoir franchi une étape essentielle, mais le pire est à venir. À savoir, quand on est self-employed, on veut devenir business owner. À savoir qu'on veut devenir chef d'entreprise avec des process et des modes de fonctionnement. Donc, je trouve que la vie d'un entrepreneur, de par le nombre de choses qu'il a à gérer, est difficile. Et enfin, j'ai remarqué que personne n'a jamais dit que c'était facile. Dans ce mode de fonctionnement, il est essentiel pour l'entrepreneur de connaître ses moteurs, parce que très souvent les moteurs vont être liés à une certaine recherche de reconnaissance, à certains objectifs qui ne sont pas toujours les bons, comme la notoriété, comme l'argent, comme le pouvoir. Et tant qu'on est en phase, tant qu'on n'est pas en phase avec soi-même, à savoir que les moteurs qu'on a sont ceux que je viens de mentionner, le chef d'entreprise, l'entrepreneur ne va pas trouver de sérénité intérieure et va par conséquent avoir beaucoup de peine à la transmettre. Alors il compensera comme il peut avec des salaires, avec des bonus, avec des voitures de fonction et j'en passe, mais il n'aura pas réussi, en dehors de moments assez courts, il n'aura pas réussi à transmettre une sérénité qu'il n'a pas en fait. Donc je trouve que c'est très difficile. Il y a en plus de ça toutes ces différentes étapes. Hein, quand on est seul et quand on fait tout, on est tellement débordé, tellement tendu, on critique la terre entière pour son manque de compétences, pour les choses qui ne fonctionnent pas, comme la médiocrité, etc. Et quand on passe de cette étape de self-employed à business owner, on s'élève un tout petit peu, on n'y arrive pas une fois, on s'élève et puis on apprend à relativiser les choses, et puis surtout que les valeurs qu'on avait au départ, à savoir être meilleur et moins cher, elles vont s'estomper un tout petit peu, et on deviendra un peu plus cher et un peu moins bon. Mais il y a par ailleurs pour l'entrepreneur un très grand nombre de satisfactions, dont la liberté de penser, dont la liberté de pouvoir décider ou non de prendre un client, un mandat, décider ou non de
faire une journée de rendez-vous, donc je veux pas dramatiser la situation, mais je veux dire que cette notion du bonheur, pour moi, elle est assez subjective, et prise dans le quotidien, c'est pas évident. Et où est-ce que moi j'en ai trouvé où est-ce que j'ai trouvé le plus de satisfaction? Vraisemblablement, avec les années passant, moi j'ai 53 ans, je suis à mon compte depuis l'âge de 24 ans, donc les moments où j'ai trouvé cette sérénité, essentielle pour pouvoir la transmettre aux autres, c'est dans ces exercices collectifs qu'on vient de faire. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais moi, le mot qui m'est venu quand j'ai pensé, quand je répondais intérieurement à votre question, c'est lâcher prise, quoi. C'est juste accepter la situation telle qu'elle est à ce moment-là. Et c'est vraiment dans ces travaux communs où on est vraiment soi-même, on n'a pas le choix parce que et lorsqu'on partage ces valeurs de base qui sont la générosité, parce que ce qu'on a fait là tous, c'est une générosité à l'oreille, que je suis arrivé au meilleur résultat. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que c'est pas forcément l'entrepreneur ou l'employé. Hein. Moi, j'ai tout un tas de personnes dont je suis très proche professionnellement et personnellement qui sont à des niveaux exécutifs dans des grosses boîtes. C'est arrivé parfois, ça arrive peut-être une fois par an, où vous savez que quand on pense à quelqu'un, le téléphone sonne, et là c'est arrivé quelques fois, on pensait l'un à l'autre, et un CEO d'une grosse boîte suisse m'a appelé un jour, il m'a dit: est-ce que tu n'as pas un job pour moi? Et je lui ai répondu: écoute, il y a 5 minutes, je pensais exactement la même chose. Donc j'allais t'appeler pour te demander si tu n'avais pas quelque chose pour moi, parce que j'en ai marre de ce quotidien. Elena Zanelli, vous avez le micro. J'ai une question. Depuis de nombreuses années, vous donnez un prix à l'ECAL, mais un prix un peu particulier. Qu'est-ce que c'est que la nature du prix que vous donnez à l'ECAL chaque année, donc à un étudiant en graphisme et art de l'école d'art de Lausanne? Alors, je crois beaucoup à la motivation et à la reconnaissance des talents par rapport à soi-même. Et comment, donc là, vous avez parlé de solitude, c'est vrai que l'entrepreneur est seul, l'étudiant aussi, quand il est dans sa phase de formation, il doit réussir seul, même s'il est entouré. Et j'ai eu l'expérience initiale de ce prix, c'est que j'étais à l'école des Beaux-Arts, qui était anciennement, c'était l'ECAL avant, donc avant ça s'appelle l'ECPA. Et puis j'avais participé à la promotion de fin d'année qui m'embêtait un peu. Et puis j'étais pas la meilleure de ma classe, j'étais pas brillante en tout, j'avais déjà assez de mal à m'adapter à la Suisse, donc ça me perturbait les couleurs, comme on dit. Et puis j'apprends à cette promotion que je reçois le prix de sérigraphie. Sérigraphie, c'est un moyen d'impression. Et j'étais tellement émue et heureuse de recevoir ce prix qui reconnaissait non pas le résultat du travail, mais l'effort que j'avais fourni par rapport à moi-même pour arriver à un résultat extraordinaire par rapport au début, où j'avais vraiment du mal avec ce moyen d'impression. Et ça m'a donné des ailes. Alors, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien donner cette émotion à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai contacté M. Keller, je lui ai dit, j'aimerais bien récompenser un étudiant en graphisme, puisque le visuel, la communication visuelle, c'est mon terrain. Pas le meilleur, parce que lui va recevoir plein de prix, mais celui qui, en une année, a fait vraiment le plus grand saut par rapport à ses débuts. Et puis chaque année, depuis bientôt 18 ans, il y a un étudiant qui ne veut pas venir aux promotions. On lui dit, non, il faut que tu viennes, il y a une surprise pour toi. Et qui reçoit ce prix. Et quand je suis le parcours de tous ces lauréats, ils ont eu des ailes. Et ce petit moment, ce petit cadeau du moment, les a récompensés dans leur effort, a reconnu leur talent. Et puis, ils vont des fois très très loin. Donc je crois beaucoup à ça, même dans ma vie professionnelle. Je détecte un talent chez quelqu'un, un illustrateur ou un rédacteur, et je le pousse dans cette voie. En lui disant, mais c'est bien, il faut continuer, il ne faut pas douter. Voilà. Merci.
Cet après-midi, j'ai suivi un excellent séminaire sur la communication et à un moment donné, on parlait dans un sous-groupe de travail et puis on voyait quand même qu'il y avait des environnements pas toujours bienveillants, parfois même toxiques. Donc est-ce qu'on peut juste faire un sondage? Qui c'est qui travaille dans un environnement tel que celui que Christophe Barman a décrit dans son entreprise? Est-ce qu'on pouvait lever la main? C'est beaucoup. Super. Et qui c'est qui travaille dans un environnement plutôt très toxique? Ouais, c'est moins nombreux. Waouh! C'est impressionnant. Ça doit être l'effet congrès du management de projet. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des témoignages magnifiques cet après-midi en disant qu'il y a 8 ans, ils avaient participé à un premier atelier qui leur avait donné le goût du développement personnel, etc. Donc, oui, on en parlera tout à l'heure. Peut-être, je viens de demander qui est-ce qui travaille dans un garage, parce que c'est toujours signe de succès futur. Il n'y a personne. Et puis Tanguy Leuven, vous intervenez beaucoup dans les entreprises, donc est-ce que les entreprises dans lesquelles vous intervenez sont prédisposées à ce genre de travail, ou des fois vous arrivez vraiment dans des situations de crise? Alors, en fait, ce que j'entends, c'est deux questions. Donc, la question, c'est est-ce que les gens sont disposés à ce genre de travail? Alors, je vais déjà répondre à celle-là. En fait, il n'y a que le décideur qui sait qu'on va chanter. Donc, c'est le RH, le directeur, le DG, etc. Et les gens ne savent pas qu'ils vont chanter. Donc, est-ce qu'ils sont quand tout d'un coup ils découvrent que c'est du chant en général, c'est pas évident. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir le point de départ. Et parfois, je pose la question, qui est disposé à chanter? 100% disposé à chanter. Ah, voilà, c'était magnifique. Ça va chanter sec dans votre classe. Et 50, là, vous avez moyennement envie de chanter, c'est ok, mais je ne suis pas à 100% emballé. Alors là, vraiment, c'est la cata, je ne veux pas chanter. Il y a des entreprises où il y a beaucoup le point de départ est très bas. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, même pour un manager, se poser la question, mais où en est l'énergie de mon équipe? Et même parfois poser la question, et de savoir, non, par rapport à ce nouveau projet, non, on est là, on est résistant. Donc ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, quand je suis face à un groupe comme ça, la question avec laquelle je suis, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Donc tout le travail, tout l'art, c'est de donner du sens, c'est de donner de la motivation, permettre à la personne de s'approprier, que la personne puisse prendre du sens, et effectivement, ça va passer. Et je rejoins ce qui a été dit là, le respect, la protection, c'est très très important. Je prends un risque et cela n'est pas dangereux. Le fait de dire je quand je parle, le fait d'être attentif quand je parle à l'autre, de ne pas nommer mes jugements, c'est une règle de protection, ça permet beaucoup de choses au niveau du collectif. Donc alors, première question, est-ce que les gens sont toujours disposés à chanter? Pas toujours, mais on est sur un chemin initiatique, si je prends un terme assez fort, en tout cas il y a un point de départ et un point d'arrivée. Quels sont les ingrédients qui font qu'ensemble on va réussir sur une base, comme je disais, de simplicité, de vérité, d'authenticité. Et ça c'est une première... ce chemin-là est intéressant, il y a toujours un chemin. C'est rare l'équipe qui arrive au départ, ouais super. Maintenant, est-ce que les environnements difficiles en entreprise, ça peut arriver? Alors, j'ai deux réponses à cette question-là. Parfois, des environnements où il y a vraiment des conflits dans le service, dans le département que je vais accompagner. Et le fait de chanter, ça peut résoudre des choses. Le fait de chanter, tout d'un coup, ça va faire une libération émotionnelle, peut-être une catharsis, et on va sortir le non, la colère, et ça permet si un travail d'accompagnement. Ce qui est important, c'est le travail d'accompagnement avant, après. Ça peut fonctionner. Et moi, j'interviens comme un point, un passage, mais pas comme un ensemble. Voilà. Ce qui déjoue les difficultés, c'est principalement la parole, le fait de nommer les choses, de les dire, et qu'elles soient entendues. C'est principalement ça pour moi qui quand même déjoue. Et le chant, ça libère, ça décoince l'énergie. Je pense qu'il y a une autre expérience que j'aimerais partager avec vous, puis j'en profiterai pour répondre à une question que je viens de poser tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'en entreprise, une des raisons d'un mal-être, et puis le mal-être existe, il ne faut pas se voiler la face, les burn-out existent, les coachs en bonheur existent, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est cette notion de partage. Je reviens toujours sur cette question de partage et de reconnaissance, pas de reconnaissance au terme propre du terme, mais au terme figuré, la reconnaissance d'avoir à côté de soi quelqu'un qui
la reconnaissance d'avoir un patron la reconnaissance d'avoir un subalterne qui a ses qualités, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens se connaissent très très mal en entreprise. Et des exercices tels que celui qu'on a fait permet aux gens de se connaître. Parce que en pensant à cette notion de bien-être, et toujours par rapport à mon expérience personnelle, la prise de conscience de moments de bien-être m'a amené récemment à développer un business, la D-Academy pour l'entrepreneuriat que je t'ai gentiment mentionné. Et en fait, c'est le constat d'un moment vécu. Il y a 1 an et demi, j'étais dans un voyage de représentation économique au Japon, dans le cadre d'un événement commun organisé par Jean-Claude Biver pour Hublot et Pierre Keller pour l'Office des Vins d'Or. On est parti 3 jours à Tokyo, enfin on est 3 jours, 2 jours de voyage et 1 jour sur place, non pratiquement, mais enfin 4 jours sur place. Et je peux vous assurer que quand vous faites un voyage avec ces 2 personnes-là, avant le voyage, vous devez vous reposer un peu, et puis après le voyage, vous devez vous reposer. Alors l'hiver, peut-être un peu moins, parce que très très pris tout le temps, etc., même malgré tout beaucoup de partage, mais quand on est avec Pierre Keller toute la journée, c'est costaud. Donc moi je suis rentré de ce voyage, et j'étais rempli d'énergie positive, alors que je supporte assez mal le jet lag, alors que ces journées qui n'en finissent pas et surtout qui ne se terminent pas sont juste épuisantes, on fait que de parler avec les gens. Et je suis rentré et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis rempli d'autant de bien-être après qu'il y ait tout un tas de facteurs qui sont plutôt négatifs. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais avec des gens qui ne prenaient pas mon énergie et qui n'étaient pas donneurs de leçons et qui, dans les échanges qu'on a eus, partageaient leur expérience. Ils partageaient leur expérience, ils parlaient de leur vécu, ils parlaient d'anecdotes de vie, ils parlaient de conclusions qu'ils ont faites, enfin de conclusions, de réflexions qu'ils ont faites par rapport à différentes situations de vie, etc. Et j'ai réalisé que c'était une source de bien-être importante. On parle de bien-être en entreprise. Je pense que si les gens prennent le temps de partager un tout petit peu leur vécu l'un entre l'autre, je pense que ça peut amener non seulement la connaissance de l'autre et du partage. Et c'est sur cette base-là, parce que je ne peux pas ne pas dire sur la perche que tu m'as tendue, j'aime bien, c'est sur cette base-là que j'ai lancé au mois de janvier. Je l'ai imaginé l'été dernier, on l'a construit entre septembre et décembre, et on a monté un concept de formation, la D-Academy pour l'entrepreneuriat, basé sur le partage d'expérience. Et en fait, j'ai une vingtaine d'intervenants qui vont de Biver à Geneviève, en passant par Monseigneur Morero ou Pascal Meyer de Yoga, qui prennent de leur précieux temps pour venir partager leur expérience avec différents participants. Pourquoi? Parce que ça donne du bien-être. Si vous êtes dans le bien-être, vous allez ouvrir tous vos capteurs, vous allez avoir toutes les portes dans votre tête qui vont être ouvertes, donc ça va attiser votre curiosité, et en attisant votre curiosité, vous allez peut-être, ou vraisemblablement peut-être, trouver une passion, et c'est ça qui créera le bien-être que vous pourrez transmettre. Oui, on parle que le chant apporte beaucoup de bonheur. Est-ce que vous voyez une corrélation avec le dessin? Alors, je peux parler ce que vous faites avec le chant, je le fais avec le dessin, donc des animations d'équipe pour mes clients, donc quand il y a un problème d'équipe. De toute façon, je suis très impliquée dans les entreprises. Et puis, moi, je les fais dessiner. Donc, comme vous, je ne leur dis pas qu'ils vont dessiner, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très handicapant, qui fait monter beaucoup de peur. Mais en fait, on a tous commencé par dessiner, et puis en groupe, toujours en groupe, c'est beaucoup plus facile et ça devient vraiment très ludique à la fin des ateliers, parce qu'on résout des problèmes en dessinant. Donc on dessine en fait l'entreprise, on dessine les rapports qu'on a avec les autres, la façon dont on les habille veut dire beaucoup de choses, et après on expose tous ces dessins et on les commente et on détecte en fait la concrétisation des problèmes, mais aussi des solutions. Donc, de nouveau, c'est un moyen inconfortable. On met les gens dans un certain inconfort, mais comme ils sont dans un milieu sécurisé et qu'ils sont en groupe et qu'ils ils vont le faire,
Mais au bout du compte, ça apporte beaucoup, donc il faut toujours passer la limite de la peur et après, c'est la joie. Merci. Je crois qu'on a entendu